Freezing cold in Einstein Tuesday. You the cold maze, say one freezing cold in Einstein Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimont et je suis comme toujours accompagné des tic et tac de la mémoire cinématographique, les Castor et Pollux de la bobine. J'ai nommé Marcel Artafia et Lou Bobin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Vous allez bien ? Vie. Oh là, Lou, non, oh, pas si, ça va. Je vais bien, il fait beau, tout va bien. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Pierre-Julien Marest, critique cinéma chez Culture au Point et surtout éditeur de, Marest Édition. Ah oui. Eh oui. Il y a un lien Comme par hasard. Non, aucun. Okay, Curieusement, aucun. C'est un hasard. Aucun lien, je suis fils unique. Voilà. Donc c'est une maison Marest Édition spécialisée un peu dans les ouvrages cinéma. Notons par exemple les mémoires de John Borman, Lotte Eisner ou encore Richard Fletcher. Et qui ont Constance Bennett. Et récemment, Constance Bennett, effectivement. Dont nous avons parlé récemment. Exactement. Et si l'on vous reçoit aujourd'hui, Pierre-Julien, c'est pour votre livre co-signé avec Séverine Danflou, qui s'intitule Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, sur le fameux chorégraphe des années 30 et 40. Alors à cette occasion, nous allons évoquer les stars de ces films surnommés les Chorus Girls, et nous allons aussi nous concentrer sur la bobine du jour. Alors sans plus attendre et avant de commencer à échanger avec vous, Pierre-Julien, je laisse la parole à Marcel pour son tirage de portrait. Canadienne pas très vernie côté hérédité, elle débarque dans le Manhattan popu au mi-temps des années 20. Elle apprend Fissa à danser, avec un don certain pour le tap dance. Dans un New York en pleine prohibition, elle charme le milieu interlope à un âge qu'on va dire précoce. Danseuse douée, bouille de bébé, elle se fait repérer par une palanquée de bons hommes qui ne font pas toujours son bonheur. Mais Dieu merci, elle crève l'écran dans le numéro de Busby Berkeley avant de mettre les bouts d'Hollywood, juste avant que la guerre ne change tout. La bobine du jour, c'est Ruby Killer. Alors Pierre-Julien, nous allons aujourd'hui donc parler de Ruby Killer. Keller, je ne sais pas comment on le prononce, mais Killer. Killer. Alors actrice à la carrière finalement au cinéma assez courte, mais surtout indissociable de Busby Berkeley, qui est d'ailleurs le sujet de votre ouvrage. Alors avant de revenir sur le parcours de Ruby, présentez-nous un petit peu Busby, Busby, qui est-il ? Alors Busby, il naît en 1895 à Los Angeles. Il vient d'une famille de comédiens, il est le fils de Gertrude Berkeley, qui était une comédienne assez célèbre, une grande amie d'Alan Asimova, immense star de la fin des années 10 et du début des années 20. Comédienne, réalisatrice, et d'une certaine manière, celle qui Pygmaliona, si on peut dire, Rodolphe Valentino. Donc Berkeley grandit un peu dans ce milieu-là, dans le monde du théâtre. Mais ses parents, son père meurt jeune, mais ses parents ne veulent pas qu'il se lance dans une carrière dans ce milieu-là. Oui, c'est un milieu mal famé, ça, le cinéma encore à l'époque. Hein, ouais. Voilà, là on est vraiment dans le théâtre de répertoire. Donc il inscrit dans une école militaire, il mène cette carrière-là. Il est soldat pendant la Première Guerre mondiale. En France En France, voilà, l'entrée en guerre des États-Unis en 17. Ça a son importance parce qu'il va on va lui demander de diriger de grands ensembles d'hommes. Cette manière, on parle de corps de 2000 personnes. À quelle occasion des parades militaires. Des parades militaires. Et c'est quelque chose qu'on peut lire.
c'est ce qu'il fera après à Hollywood. Au retour de la guerre, pour faire rapide, il trouve un petit boulot dans une usine de chaussures, mais ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et il dira par la suite I went from show business to show business. Ah oui, donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il le met beaucoup dans ses films. D'accord. Il commence à Broadway au début des années 20. Il travaille sur différents spectacles et il côtoie Florence Ziegfeld, qui aura une importance aussi dans la vie de Ruby Killer, parce qu'il va la repérer et il va la faire monter sur scène pour une scène qui s'appelle Whoopi. Alors, rapidement, juste qui est Ziegfeld Ziegfeld, il a d'une certaine manière importé les folies aux États-Unis. Comme les Folies Bergères, c'est exactement. Les Folies aux États-Unis, mais c'est comme les Folies Bergères. Voilà, à Broadway, c'est les Ziegfeld Follies. Ça va être d'ailleurs assez copié. Il y a les Earl Carl Vanities, donc des spectacles qu'on pourrait qualifier rapidement de burlesque, et du vaudeville, beaucoup. C'est des grands ensembles quand même, pour situer peut-être un peu pour les auditeurs, c'est quand même de grands ensembles de femmes avec des costumes plus somptueux les uns que les autres et un portable, souvent c'est très difficile, des grandes coiffes. Et il y a 2 films qui parlent d'ailleurs de ça, qui lui ont rendu hommage. Il y a un biopic avec William Powell et il y a le Vincent Minnelli où justement ils reprennent des numéros en 45 en Technicolor, où il y a des anciens justement des Folies qui viennent faire des numéros, Fred Astaire. Et pour reprendre la parole là-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'à Broadway, il y a des stars évidemment comme Al Jolson, qui est en fait le premier acteur d'un film parlant en 1927, le chanteur de jazz, qui chante aussi, puisque c'est une star de Broadway. Et ces 3 hommes dont on a parlé, Busby, Ziegfeld et Jolson, vont avoir un rôle dans la vie de Ruby Killer, qui est notre sujet du jour. Donc, un petit mot sur Ruby Killer, qui est né en 1909, donc un petit peu plus jeune que tous ces gens-là, en Colombie-Britannique, donc au Canada. Sa famille vient tenter sa chance à New York, et elle, en fait, elle se produit dès l'âge de 12-13 ans, je crois. Elle passe une audition à 14 ans, si je dis pas de bêtises. Assez jeune. Voire un peu avant. En tout cas, elle a menti sur son âge pour passer sur l'audition. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, finalement, déjà comment elle s'est fait connaître à New York? Alors, à New York, elle danse, elle est déjà danseuse de claquettes, elle danse dans un club qui s'appelle un speakeasy. Alors, on est en pleine prohibition. Les speakeasy, c'est des clubs où on peut boire en toute illégalité. Des bars clandestins. Voilà, des bars clandestins, mais pas si clandestins que ça, parce que tout le monde sait qu'on peut boire. En fait, tout le monde le faisait, Voilà, qui s'appelle le Hellfest. Et qui est dirigé par une ancienne actrice qui s'appelle Texas Guinan, une ancienne star de cinéma, qui est une fille assez légendaire. Un genre de Mae West, un peu... voilà, oui, qui accueille ses clients en leur disant « Hey, sucker, leave your wallet on the... » Enfin, laisse ton portefeuille sur le bar, pigeon, et puis viens voir les filles danser. Donc, une fille avec un sacré tempérament. Dans ce club-là, c'est un peu la Café Society. On croise l'intelligentsia, comme les gangsters, comme les stars, les chorus girls. Donc, il y a une espèce de mélange social très branché. Donc là, on est à Broadway, on est dans le monde de Broadway, qui est donc côtoyé par Berkeley à ces années-là, qui travaille pour Ziegfeld et pour Earl Carroll, pour les grands impresarios, les grands producteurs de théâtre. Et Ruby Killer, donc, joue des claquettes où elle fait, où on croise aussi James Cagney, Paul Moniz, si je dis pas de bêtises. Et elle est à la colle avec un... Voilà, et elle est avec un gangster, ouais. Johnny Costello. Et bon, ce club est aussi fréquenté par Al Jolson, le roi, le jazz singer, qui est à l'époque la plus grande star des États-Unis. Hein, on se rend plus compte. Et connu pour être un gros cogneur de zouzou. Voilà. Quand même. Oui, en plus d'avoir fait la première blackface, enfin pas la première, mais la plus célèbre en tout cas. Voilà. Alors, et ça a son importance, ce que tu viens de dire, parce que le gangster Costello, bon, donc Jolson va le voir en disant elle me plaît bien, ta poule, là, Ruby Killer. Et le gangster lui dit ok, mais c'est 1 million et tu lèves pas la main sur elle. Parce que Jolson est très très connu pour ça. Hein. Ah oui, d'accord. Il tabasse les femmes. D'accord. Mais contre de l'argent, il est OK, par contre. Oui, c'est tout à fait. Et donc, souci, il verse, Jolson verse cette dot, pardon. Oui, 1 million à l'époque, c'est... 1 million cash, quoi. Ouais, c'est...
Et effectivement, il lèvera jamais la main sur Ruby, mais il sera quand même violent malgré tout. Donc tu veux dire que Ruby était OK avec ça? Finalement, elle a pas c'est un mariage arrangé, là. Enfin, mais on est à la fin des années 20. C'est comme ça. Hein, Ils ont quand même une grosse différence. Elle est adolescente. Et en fait, tout ça est très difficile à imaginer quand on voit Ruby Killer dans son premier film, 42e Street, parce que c'est vraiment un rôle d'ingénue. Elle a une tête, effectivement, de petit bébé. Elle a une façon de danser très, très forte, mais à la fois très maladroite. Enfin, c'est difficile de... Comme vous l'avez présenté la dernière fois au cinéma, difficile de ne pas tomber amoureux de Ruby Killer, parce qu'elle est absolument adorable. Elle est adorable, c'est le mot. Elle est choupie. Elle est plus que ça. Elle est waouh. Elle est waouh. Et en fait, mais donc c'est intéressant d'avoir ce personnage-là qui se distingue par rapport à, on peut le dire, une énorme communauté de filles toutes plus talentueuses les unes que les autres, qui ont toutes des personnalités assez fortes, etc. Et dont oui, c'est on va vrai parler. qu'elles marchent. On en parlera tout à l'heure, comme tu disais, mais elles ont plus quand même du bagou. On peut évoquer rapidement celles dont on va parler, en particulier June Blondell ou Ginger Rogers, qui sont vraiment des sacrées bonnes femmes. Même si Ginger Una Rogers, Merkel. Una Merkel. Même si Rogers, elle fait un peu la pseudo-aristocrate dans 42nd Street, il n'y a pas ce côté naïve, aveuglée par le showbiz. Et alors là, à quel moment Ruby va donc faire ce passage du Broadway de New York à Hollywood alors? Alors, pour faire vite, à la même époque, en 28, elle est repérée par Ziegfeld, qui l'a fait monter sur scène dans une pièce qui s'appelle Whoopi, qui donnera lieu au premier film hollywoodien de Berkeley, même si elle ne joue pas dedans. Et alors, apparemment, elle est vraiment repérée par Hollywood parce qu'elle enregistre un numéro de claquette pour le procédé Vitaphone, qui est le procédé sonore de la Warner. D'accord. C'est la Warner qui produit le chanteur de jazz. Et ce bout d'essai, alors c'est pour tester, je crois, l'enregistrement sonore du bruit des claquettes, tourne dans la production. Et c'est comme ça que Killer est repéré par Hollywood. Et donc, on se souvient d'elle en 32 quand on lance le tournage de 42e rue, qui sort en 33, mais qui est tourné en 32. Et quelqu'un en particulier va se souvenir d'elle, Monsieur Zanuck. Voilà, Zanuck, c'est Zanuck apparemment qui s'est souvenu de ce numéro, de ce test sonore pour le Vitaphone. Quand il va, donc c'est là où va commencer. C'est le producteur de la Warner qui va lancer ses musicals. Voilà. Il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de musicals au début des années 30, fin 20, début 30, parce que comme on a enfin le son, entre guillemets, la Warner va lancer toute la série des Gold Diggers sur lesquels va travailler Busby Berkeley, mais à la même époque, on a à la RKO le début de Fred Astaire et Ginger Rogers qui vont être des comédies un peu plus aristocratiques. À la Paramount, on a Jeannette MacDonald, Maurice Chevalier, et puis bien sûr à la MGM, on va avoir toute la série des Broadway Melody qui commence dès 1929 avec la première apparition au cinéma de la chanson Sing in the Rain. Donc c'est chacun a un peu sa carte de c'est dans Hollywood Review of 29 qui a la première version et qui est écrite par Arthur Freed et Horace Yorb, quelque chose comme ça. Qui après, en devenant producteur, s'est dit tiens, j'ai ça comme chanson, faites-moi un film. Dont on apprend dans le livre qu'il a montré son kiki à Shirley Temple. C'est pas gentil ça. Pas très sympa pour un mec qui s'occupe des films pour enfants. On en apprend de belles, des beaux potins. Il y a des beaux potins. Dans les bobines, on apprend des beaux potins. Alors donc là, effectivement, va être mis en chantier, donc on l'a dit par Zanuck, le film 42e rue. Ça va être le début d'une décennie pour Ruby, mais surtout d'une année folle, même pour la comédie musicale, Marcel. Ça va être fou, 42e rue. C'est un film qui est totalement fou. Alors déjà, pour le casting, t'es d'accord? En fait, on a Bébé Daniels, où on est aussi amoureux. Oui, complètement. Moi, j'ai découverte là-dedans, elle est magnifique. Qui était à l'époque, peut-être pas encore, mais mariée à Ben Lyon, qui était la grande star des films d'aviation, etc., qu'on a vu, par exemple, dans les Hells Angels. Par exemple. Mais aussi cette profusion de numéros qui sont tournés à part du film, comme des courts-métrages, finalement, et intégrés à une intrigue qui ne brille pas par son originalité, mais qui a du cachet avec des acteurs de son rôle pittoresque et tout ça. Ouais. Le fameux, j'aimerais bien parler de Ned Sparks, puisqu'on n'est pas trop là pour parler des hommes, mais quelle tronche, franchement, regardez-le. Il est une sacrée trogne. Oui. Et donc, c'est quand même une année assez folle parce qu'ils vont enchaîner. Donc, c'est quasiment une troupe qui va se créer. Il va y avoir Ruby Killer, il va y avoir donc Ginger Rogers, il va y avoir Guy Kibbe, Dick Powell, qui par la suite sera l'inspecteur Marlowe quand même.
Dick Powell. Mais là, il va commencer et ça devient une troupe finalement quasiment. Alors, oui, surtout il y a plusieurs phénomènes. Il y a beaucoup d'acteurs sous contrat à l'époque. Un acteur Warner est un acteur Warner au même titre qu'un réal. Au générique, on retrouve très souvent Anton Groth au décor, Sol Polito à la photo. Le système des acteurs et des artistes sous contrat à l'époque fait loi. Donc, et on tourne beaucoup en une année, on enchaîne. Quoi, ouais. Et en plus, Berkeley est très fidèle à ses collaborateurs. Une fois qu'il a trouvé son équipe, il travaille souvent avec les mêmes personnes. Ce qui fait qu'il va faire plusieurs films avec Ruby Killer. Et en 63 ou 64, en France, le préfacier de notre livre, Alain Masson, était à une rétro Berkeley. Et il se souvient que Berkeley, en présence de Ruby Killer, avait dit « She's always been my darling ». Ça a toujours été... la confession de Busby, alors. Voilà, d'accord, c'est comme sa préférée, alors. La danseuse qu'il a dué le plus, c'était Leonard Powell, mais sa préférée, celle qui était... sa petite chérie, quoi. Sa chérie. Il s'est jamais, a priori, il s'est jamais rien passé entre eux. Mais celle qu'il adulait, c'était Ruby Killer. D'accord. Et donc, pour rappeler un peu l'intrigue pour les gens qui n'ont pas vu le film et que j'encourage à aller voir, puisqu'il est édité en DVD, on peut le. Parce que les gens connaissent peut-être plutôt la pièce qui se joue au Châtelet assez régulièrement, qu'on revoit. Oui, très certainement. Qui fait un mélange de l'intrigue de 42e rue et de Gold Diggers de 1933, qui reprend aussi un peu les deux. Et donc, c'est l'histoire d'un spectacle qui a du mal à se monter avec un metteur en scène en burn-out qui a mis ses derniers ronds dans la pièce. Et la star de la pièce va être remplacée à la dernière minute. Au pied levé, presque. Au pied levé, exactement, et qui est bien levé, par une toute petite jeune qui est jouée par Ruby Killer et qui est extraordinaire dans ce numéro qui s'appelait Meet Me on 42nd Street. C'est 42nd Street. Tout simplement. J'allais chanter, mais... Non, surtout pas. Ouais, nous en garde. Moi, je peux chanter aussi. Non, moi, ça va aller, on va pas se faire. In the heart of little old New York, you'll find a thoroughfare. It's the part of little old New York that runs into Times Square. A crazy quilt that Wall Street Jack built. If you've got a little time to spare, I'd like to take you there. Come and meet those dancing feet. On the avenue, I'm taking you to 42nd Street. Non, mais c'est vrai qu'en plus c'est étonnant parce qu'il va y avoir donc 42e rue. Alors on pourrait citer le nom du réalisateur quand même officiellement, c'est Lloyd Baker. Voilà, c'est Lloyd Bacon, même si on tend à privilégier. Enfin, tout le film a été préparé par Mervyn Leroy. Ce grand réalisateur de la Warner qui a fait Les Petits Césars. Voilà, Le Petit César, mais aussi on peut pas ne pas parler du producteur Daryl Zanuck, qui est pour beaucoup dans le style urbain, nerveux et noir de la Warner. C'est un peu l'anti-Irving Thalberg, Zanuck. À cette époque, la comédie musicale n'a plus le vent en poupe. Les exploitants, oui, parce que dès 29, 30, 31, il y a énormément avec le sonore de comédies musicales qui sont tournées. Le public s'en lasse. Les exploitants sortent des pancartes devant le cinéma quand il y a un doute et ils mettent "This is not a musical". Ah oui, c'est pas une comédie musicale pour que les gens viennent. D'accord. Donc, quand Zanuck propose, c'est Zanuck qui demande l'achat des droits du roman de Bradford Hobbs, dont est tiré 42e rue, et ils vend au Warner un film noir. Il leur dit oui, il y a des numéros musicaux, mais c'est un film noir. Il est bon parce que ils veulent pas les Warner. Jack Warner ne veut pas. Et donc, il y a une vraie tonalité noire dans c'est la. Il y a un peu de truand, il y a un peu de. Dans le numéro musical, il y en a. Même pas que dans le numéro musical. Dans l'intrigue. Il y a George Brent qui joue dans le final, c'est la première fois sans doute qu'on voit un meurtre dans un numéro musical. Donc ça, c'est la grande modernité du film aussi, de son aspect musical. Et pour en finir sur la réalisation de Lloyd Bacon, ce qui est très très étonnant, ce qu'on a découvert dans un bouquin, c'est que Berkeley est seul maître à bord sur les numéros musicaux. Il tourne même sur un plateau séparé. Il a sa propre équipe technique. Lloyd Bacon ne met pas les pieds sur... Donc on peut tout à fait concevoir le film comme des courts-métrages de Berkeley inscrits dans un backstage musical. Mais c'est un peu le point commun avec tous les autres films, parce que les numéros musicaux peuvent être mélangés dans d'autres films. Ça va être une des grandes spécificités de Berkeley. Il est autonome.
Il ne veut pas. Quand il tourne ces trucs, il y a personne d'autre. Il faut dire que le scénario s'y prête aussi, contrairement à Fred Astaire qui exigeait sur ses films que les numéros fassent avancer l'intrigue. Là, clairement, c'est les scénarios à chaque fois, c'est un peu tiens, on monte un show. Tiens, comment on va faire pour monter le show? Le truc se casse la gueule et puis à la fin, ça se joue au théâtre. Ils ouvrent le rideau et au lieu d'avoir une scène de théâtre, il y a un des plus grands plateaux des studios de la Warner avec une fontaine, 3 piscines, des voitures, des chevaux. Et c'est ce qu'on appelle un film de coulisses d'ailleurs, et ça continue à inspirer, je pense, les gens. Les films de coulisses intéressent. Il y a Stage Door, qui lui n'est pas un film musical, qui est Grégory Lacava, je crois, fin 1937, qui lui pour le coup là Tu veux dire l'entrée des artistes? Non. Oui, c'est ça. Qui lui se concentre pour le coup sur les jeunes actrices, sur des jeunes actrices, mais pas sur l'aspect musical. Mais c'est vrai que les numéros avec les fontaines sur scène, c'est... Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle donc de ces chorégraphies magnifiques, mais bon, on est à la radio, donc c'est pas évident d'en parler. On peut voir beaucoup de numéros sur Internet. Mais c'est vrai que Busby Berkeley va se spécialiser dans des numéros époustouflants, d'une chorégraphie assez folle, kaléidoscopique, géométrique. Des effets de caméra. Des top shots à 90 degrés en hauteur. Parle-nous un petit peu de cet effet. Berkeley, il y a même un Sontag va le retenir comme un cinéaste Kemp. Alors, on n'est pas tout à fait en accord là-dessus avec Sontag qu'on adore par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une démesure totale chez Berkeley qui fait peur au Warner. Quand il y a un nouveau plateau à la Warner, ils l'interdisent à Berkeley parce qu'ils ont peur qu'il fasse creuser les plafonds. Le type veut filmer de toujours plus haut, des figures kaléidoscopiques de toujours plus complexes. Et il est presque dangereux. Non, rien ne l'arrête. Nous, on a choisi de le voir un peu comme le héros de Fountainhead, de King Vidor, le rebelle. On a choisi de le voir un peu comme un mystique de la forme, quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ces trucs. Et s'il doit décapiter Carmen Miranda au passage avec un faux mouvement de grue, ou si Esther Williams doit crever dans la piscine, bon, c'est pas bien, mais j'étais en train de penser à mon truc, donc rien d'autre n'existe, quoi. C'est un peu un Herzog de la comédie musicale, quoi. Le plan zénithal, c'est vraiment sa marque de fabrique. Ça a déjà été inventé avant lui. Même le plan nadiral, ce qu'on appelait plan nadiral, c'est-à-dire vu du plancher, quoi. Le nadir à l'inverse du zénith. Ça a déjà été inventé, entre guillemets, par Hitchcock dans The Lodger. Donc, mais il a systématisé... Et il y a aussi un contrôle freak, un maniaque, un perfectionniste total qui accepte pas d'être monté. Le montage, il est auteur du montage de ces bouts de film. Il y a une perfection dans ce qui tourne. Le numéro qui nous a donné envie de publier ce livre, c'est un numéro de Dames, qui, d'un point de vue technique, aurait pu être tourné il y a 3 ans, quoi. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Oui, d'ailleurs, dans Dames, il y a toute la carrière un petit peu de Busby Berkeley qui est résumée dans ce numéro Beautiful Girls, parce qu'en fait, dans Beautiful Girls, c'est un amour des femmes, parce qu'il aime les femmes, il aime les jambes des femmes, si je dis pas de bêtises. Oui, il passe même à travers. Après, je sais plus dans lequel ils font passer des auditions, parce qu'à chaque fois, dans les films, il y a une scène où ils passent des auditions, et à un moment, il y en a une, elles relèvent toutes leurs jupes, et il y a un des régisseurs qui dit souviens-toi qu'elles ont aussi des visages. Et il y a quand même une réplique comme ça dans un des films. Alors nous, on s'est amusé à décrire Berkeley comme un cinéaste jambiste. Oui. C'était de la jambe, pas du pied, pas des seins, pas des fesses. Non, lui, c'est les jambes. Et dans Dames, on voit aussi un vrai hommage, une vraie ode, tu l'as dit tout à l'heure, à Ruby Keller. Il y a carrément le numéro musical à Only I Only Have Eyes for You. Merci beaucoup. Okay. C'est vraiment, il y a un moment, il y a une chorégraphie avec tous les figurants qui ont le visage de Ruby Keller. Qui a été repris par Ryan Gosling dans son numéro aux Oscars avec le visage de Barbie. Lundi dernier. Et là, c'est vraiment une déclaration d'amour à Ruby. Là. Ce numéro, il est magnifique. Alors, pour l'anecdote, un producteur, Mark Platt, qui a été producteur de Chazelle et de Gosling, avait acheté les droits de la biographie de Berkeley, parue aux États-Unis, écrite par Jeffrey Spivak. Et ils ont caressé, Platt et Gosling, pendant quelques années, le portrait de faire un biopic sur Berkeley. Ah ouais? Oui, ça serait compréhensible. Ça, c'est pas fait, mais on en trouve d'une certaine manière les traces dans La La Land et même dans Babylone, où il y a une scène qui est tournée dans le manoir qu'habitait Busby Berkeley, la Guest House. Donc, on sent que le cinéma de Chazelle, Gosling est hanté. Mais évidemment, dans Barbie, il y a des plans zénithaux. Que Gosling est un peu hanté par Berkeley.
Donc peut-être qu'un jour il le jouera, d'accord, ok. Et non, et on peut voir aussi si on fait des références un petit peu à la culture moderne dans Ave César, les frères Cohen. Avec le danseur de claquettes communiste. Ça, mais aussi la référence à, tu as parlé tout à l'heure de Esther Williams, donc, qui était une nageuse qui a été embauchée dans des films de Busby, qui a fait des numéros musicaux, mais aquatiques surtout, incroyables. Bah, les frères Cohen, on s'est amusé, on a découvert que quasiment dans toute leur liste des 10 meilleurs films de tous les temps, il y a toujours Dames. Le numéro où Channing Tatum fait son numéro dans un bar, dans Ave César, il s'appelle No Dames. Effectivement, c'est No Dames, et en même temps, connaissant l'humour génial des frères Cohen, et évidemment, il y a Esther Williams. Il y a Scarlett Johansson. Qui joue qui fait un numéro purement. Voilà, et ça, c'est aussi une des marques de fabrique de Berkeley. Et on voit l'angoisse c'est lui qui l'a inventé le fait de tourner sous l'eau. Alors, pour nous, oui, dans Prologue. Prologue, c'est le titre français. Footlight Parade. Pour nous, c'est en tout cas de cette manière-là, clairement. Et je ne crois pas qu'on en ait trouvé d'autres. On a regardé beaucoup de comédies musicales pour savoir qui avait fait quoi. Mais pour en finir sur la frère Cohen, parce que c'est aussi la séquence de rêve du Dude dans The Big Lebowski, qui est aussi un emprunt à Dames, clairement. Il y a le plan entre les jambes aussi, quoi. Et c'est dans Dames, tout ça, et dans d'autres. Il y a aussi, même dans O Brother, il y a une scène où Ku Klux Klan danse, et dans Playboy, les frères Cohen ont dit que pour eux, c'était la rencontre du magicien d'Oz, de Nuremberg, donc Leni Riefenstahl, et de Busby Berkeley. Donc, l'imaginaire délirant des Cohen. et des publicitaires dont vous parlez un peu, avec la pub Evian qu'on connaît, tous avec les bébés dans l'eau. Oui, bah ça, c'est à titre personnel, ça a été ma première rencontre avec Berkeley. Evian Evian, la pub. J'ai un copain, lui, c'était la pub Végétaline. Avec les frites. Les frites Végétalines, c'est du Berkeley aussi. Mais oui, c'est vrai, quand ils vont dans l'eau comme ça, tout ensemble. Moi, c'est Evian qui me marque. J'ai jamais compris d'ailleurs ce que c'était quand j'étais enfant Végétaline. J'ai jamais compris le truc. Je croyais que c'était des frites congelées. Mais pas bon pour ta santé. Merci. Oui, je crois que probablement. Non, mais c'est vrai que Footlight Parade, c'est assez étonnant pour cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent à la comédie musicale des années 30 d'être dépourvue de scénario, contrairement aux grandes comédies musicales de la MGM, où là, c'est très, très soigné. Avec Betty Comden au scénario, et Footlight Parade est quand même très très bien ficelé, parce que pour vous faire un petit résumé, c'est James Cagney qui est chargé de réaliser des avant-programmes dans les salles de cinéma avec des numéros musicaux, et donc il cherche des idées de plus en plus folles, et donc il travaille avec des propriétaires de salles de cinéma, et en une soirée ils doivent être capables, avec toute la troupe, en l'espace de 48 heures, de faire une présentation dans chaque salle. Un prologue, voilà. Un prologue. La traduction française est bonne, pour le coup, ça s'appelait exactement des prologues. Ça existait beaucoup, ça, à l'époque, les prologues Oui, c'était Franchon et Marco, quelque chose comme ça. Et Berkeley a même travaillé pour eux. Donc les prologues, c'était vraiment des spectacles introductifs avant les séances, avant les films. Est-ce que c'était comme la féerie des eaux au Grand Rex ? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de VO au Grand Rex, donc j'y vais pas souvent à cause de ça. J'y vais plus souvent. Et pour revenir à ce que vous disiez, autant on découvre grâce à Berkeley que Dick Powell, avant d'être Marlowe, c'était un danseur. Oui. Autant moi, j'ai découvert que James Cagney, c'est un danseur génial. Pour moi, c'était juste un tueur psychopathe, un fou. Oui, parce que c'est le héros de L'ennemi public. C'est un danseur incroyable. Et d'ailleurs, au début des années 30, Fred Astaire, qui était une immense star de Broadway, avait fait des petits bouts d'essai dans plein de studios. Et à la Warner, ils avaient dit il est pas très beau, il chante un peu et il danse passablement. Et Warner avait aussi ajouté qu'est-ce que vous voulez que j'engage un Fred Astaire ? J'ai James Cagney qui me fait à la fois les gangsters et les comédies musicales. J'ai pas besoin d'un autre. Et qui, au niveau comédie, a un timing incroyable. Oui. Alors c'est un très très bon comédien, incroyable, et vraiment très Warner. Et en fait, moi, ce que j'apprécie particulièrement chez Busby Berkeley personnellement, évidemment, les numéros kaléidoscopiques, c'est, on va dire, la partie la plus époustouflante de sa carrière. Mais ces prologues, par exemple, Shanghai Lil, qui nous plonge dans l'atmosphère hyper interlope d'un bar. Peut-être de la Légion, avec des marlous, avec des putes, avec des... Il faut rappeler que c'est quand même du précode aussi, et que c'était encore possible. Tout à fait, avec du récitatif. C'est pas que chanter, et en même temps, la musique est géniale, et merci Irving Berlin, parce que Irving Berlin n'a pas fait que White Christmas,
qui est Le insupportable. compositeur, donc, c'est ça ? Oui, le compositeur a la musique est absolument géniale. Et en fait, le prologue prend son temps puisque je crois que en tout, cette séquence-là doit durer 8 ou 10 minutes. C'est ça, ouais. Et c'est il époustouflant. commence à chanter à la moitié. Ouais. Enfin, faut le voir, on va pas raconter tout le numéro. Et il danse. Il joue. Et Voilà, c'est le Ruby Keeler duo qui marche joue, bien. effectivement. Le Ouais, ça duo marche très bien parce qu'ils sont à peu près même gabarit, le Ah côté ouais. un peu trapu, Un peu moins popu aussi. un peu Ouais. popu et moins aristocratique. Shanghai live. I miss you very much a long time. I think that you no love me still. I've been looking high and I've been looking low, looking for you, Shanghai live. I think you go with other sweethearts, and very many tears I spill. He's been looking high and he's been looking low, looking for you, Shanghai live. I got Parce que Ruby Keeler, en fait, dans tous ses films, là, donc 42e rue, dans Prologue ou Footlight Parade, tout ça, c'est dans Gold Digger. Elle est toujours à coquiner avec Dick Powell. Oui. Dans ses numéros musicaux, pas forcément dans l'intrigue principale d'ailleurs, mais souvent dans les numéros musicaux. Et alors pour toi, Pierre-Julien, c'est quoi le film le plus emblématique de cette année ? C'est difficile de. Je dirais, j'ai envie qu'il y en a 3, quoi. Que c'est Dames. Ils sont tous ensemble, C'est ouais. Dames, Footlight Parade et Gold Diggers 33. Ouais. Et 42e rue, pas forcément. J'aime moi, beaucoup. C'est pas celui que je préfère non plus. C'est marrant. J'aime beaucoup, mais non, c'est ceux que je viens de citer qui Mais sont. je trouve que c'est en les revoyant qu'on se rend compte, parce que moi j'ai toujours été une fana absolue de 42e rue, et oui, Footlight Parade que j'avais Footlight, je trouve que c'est j'avais meilleur, pas vu c'est depuis vrai. très longtemps, et c'est le point de vue du... Moi c'est vraiment du point de vue scénario que j'ai été Ouais. bluffée, et puis ça montre les coulisses. Étant exploitante de cinéma moi-même, je veux dire que ça me fait marrer de Il y voir a un peu les coulisses, By the Waterfall dedans, le numéro. avec le c'est fameux numéro avec le incroyable, Fontaine. quoi. C'est, Oui, c'est- non, il est fou. il y a en qualité de numéro, folie de Et numéro. puis, Et le personnage de Cagney est proche de ce. On a l'impression que Berkeley a mis de lui dedans. c'est ça, et puis il y a aussi un numéro qui est très rigolo où il y a un couple qui vient de se marier. Ils sont dans un hôtel avec différents étages où ça fait un peu maison de poupée. On voit les femmes qui se préparent pour leur nuit de noces, et il n'y a pas que des femmes mariées. Et il y a un personnage qui a attiré l'attention de notre cher Julien. Il veut en parler. Qui est flippant, il faut le dire, parce que c'est un Oui, personnage oui. étrange qui, toi, t'as beaucoup marqué. On te laisse Il y a nous parler dedans, de ce monsieur. dans Gold Digger, et je crois que c'est dans Footlight aussi, il y a un enfant. Mhm. On croit être un enfant d'abord dans un premier temps qui fait dans Gold Digger, je crois que c'est une scène de patinage artistique, voilà, où il s'enfuit de son berceau et il fait du patin poursuivi par des gendarmes. Et ensuite il joue un enfant. On s'est rendu compte qu'un enfant est un peu particulier, mais en fait c'était, je crois, un nain. Alors il s'appelait Billy Barty. Et alors parle-nous un petit peu. Voilà, et alors nous, il aurait inspiré, mais bon, l'enfant au début de Who Framed Roger Rabbit. Là, Oui, Roger Rabbit, bien sûr, avec le cigare. Avec le cigare. En tout cas, on retrouve. Il y a vraiment un lien entre Le côté comment il particulier. s'appelle dans le Zemeckis, le bébé qui est avec son cigare dans son berceau. Il fait beaucoup penser à Billy Barty. Billy Barty, il va avoir une vraie carrière. On va le voir dans Willow, par exemple. C'est un type qui va avoir une grosse carrière et qui va même jouer. Longtemps après, du coup. Ah oui, non, ouais. Ouais, longtemps. Parce qu'il a qu'une dizaine d'années. Enfin, il fait Il est- déjà il est- très adulte, voilà, mais il a qu'une dizaine d'années. Il est très jeune et effectivement, il joue une espèce de bébé lubrique Ouais. qui adore les jambes des filles, machin. Qui essaye de se glisser dans les plumards. Alors, c'est- Très clairement, oui, qui essaie de se plumer. Voilà, je crois que c'est lui qui tend, attention, qui tend un l'ouvre-boîte à Dick Powell quand il veut décorseter Oui, Ruby exactement. Keeler qui a une espèce d'armature en métal, de corset en métal. Tout à fait. Alors là, je crois qu'on est dans les blagues complètement délirantes, et pas loin de Tex Avery de Busby Berkeley, parce qu'il a un humour. Il fait des blagues quand il peut, il en met souvent. Il y a dans 42e rue, il y a une espèce de double de Gandhi qui arrive Oui. à un moment. C'est Berkeley qui a eu cette idée-là. Toute la scène finale après le meurtre, c'est complètement délirant. Et, il y a une femme qui se sert de bébé comme dans un instrument de musique, enfin qui lui tape les fesses en rythme. Il y a un cheval qui se met à danser. Il y a un cigare indian, les Indiens de cire qui étaient devant les tabacs américains, qui se met à danser aussi. On est dans un truc complètement débridé, drôle, surréaliste. On est dans l'imaginaire dingue de Berkeley, qui était pas loin de Tex Avery. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on connaît assez mal, le grand public connaît assez mal les comédies musicales, mais il va plutôt penser à Fred Astaire et Ginger Rogers, qui ont des comédies avec de très bons numéros, mais plutôt traditionnelles et
Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça, on va mais parler d'autre chose. On en parlera c'est des duos, donc c'est pas pareil, c'est de la danse de salon, quoi. Ce qui est marrant, on en parlera après. c'est que le premier Astaire Rogers, c'est Flying Down to Rio, un film RKO de 34, je crois, peut-être 35, je vais pas dire, et qui est complètement dément. Et on dit vraiment qu'ils ont un peu pompé chez Berkeley parce qu'il y a une scène, enfin pas Astaire, mais il y a une scène où il y a des chorus girls sur les ailes d'un avion. Je sais qu'on a la radio, mais là on va quand même voir. Oui, bah là, Et évidemment, l'avion est en plein vol et elles sont déjà en tenue légère et hop, le vent les défeuille encore plus. Enfin là, on est vraiment dans une espèce d'enchère à la provoque, à l'érotisme. C'est ça, la provoque, parce que en plus dans le film, donc c'est pas Fred Astaire et Ginger Rogers qui sont les héros du film du tout. Enfin vraiment, c'est des seconds rôles qui ont volé la vedette à l'époque à Dolores Del Rio, et je crois que c'était il y a Dolores Del Rio, qui faisait les... il y a Etta Moten qui fait une apparition dedans. Alors, on va en parler, d'Etta Moten. Mais pour finir vite fait là-dessus, c'est en fait ils se retrouvent à foutre les chorus girls sur des avions. C'est une idée de Fred Astaire dans le film parce qu'ils n'ont pas le droit de se produire au café où ils devaient se produire avec la troupe, et donc il y en a un qui dit mais je connais quelqu'un qui est pilote machin, et c'est là qu'ils foutent toutes les chorus girls, et il y a un balai aérien avec 4-5 avions reproduire à la maison. Non, ne faites pas ça chez vous si vous avez un avion, évidemment. C'est la rencontre avec Hermès Pan aussi, je crois. Et c'est le fameux numéro Carioca qui a créé le duo Astaire Rogers et qui sera repris plus tard par les merveilleux Chabat et Gérard Darmon. Où l'on croise Etta Moten, donc. Etta Moten, qu'on va rencontrer dans ce qui, pour moi, et peut-être pas seulement, est le plus grand numéro de Busby Berkeley, qui est Remember My Forgotten Man, dont j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous rappelles le contexte d'écriture. Alors, le contexte d'écriture, je peux rappeler ce qu'est le Forgotten Man. Oui, absolument. Le Forgotten Man, je crois que c'est l'expression, alors je ne vais pas dire de bêtises, date en tout cas, rendu très célèbre par un discours de Roosevelt. C'est l'homme oublié, c'est l'oublié, c'est le soldat de la Première Guerre mondiale dont on ne peut plus verser la pension à cause de la crise économique, on est en plein... Grande dépression, on est en pleine dépression. Roosevelt fait un discours célèbre là-dessus en début 32. Roosevelt remporte les élections présidentielles, il a investi en 33. Et pour recontextualiser un petit peu, la Warner est pro-rooseveltienne, ce qui n'est pas le cas de tous les studios Albee-Meyer et pour les républicains. C'est un type très à gauche pour un dangereux communiste. Un communiste, oui. C'est un communiste pour beaucoup d'Américains, Roosevelt. Et donc, Roosevelt, c'est le New Deal, c'est l'optimisme rooseveltien. Il faut croire, il faut avoir foi en les talons morts, dans les États-Unis, etc. Et les Warner, à l'époque, quand ils sortent 42e rue, ils lancent un train, enfin, ils ont affrété un train qu'ils ont recouvert d'or, qui va traverser tous les États-Unis et qui va s'arrêter à Washington le jour de l'investiture de Roosevelt. Puis il continue sa route jusqu'à 19, le train de la 42e rue, il y a Bette Davis dedans, Daryl Zanuck, machin, et c'est un train promotionnel pour le film, ce qui est complètement dément. Enfin, de nos jours, et donc, en tout cas, la Warner et Roosevelt sont assez liés d'un point de vue idéologique. Le Forgotten Man, c'est donc ce numéro qui va... Tu voulais en... Oui, alors je voulais en venir, surtout que, en fait, Remember My Forgotten Man, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une manifestation des vétérans de la Première Guerre mondiale qui s'est finie dans le sang. Il y a eu 2 morts. Les bonus marchers. Et on les appelait les bonus marchers parce qu'ils manifestaient pour obtenir la prime que l'État aurait dû leur verser en tant que vétérans. On aura le même problème dans les années 70. Mais la Warner a aussi produit un film qui s'appelle Heroes for Sale, que je recommande chaudement, où il est question d'un héros qui se retrouve au chômage, un héros de guerre, et qui va marcher à travers les États-Unis comme beaucoup de hobos et de gens l'ont fait à l'époque, puisque c'était la Grande Dépression. Le numéro est à la fois un récitatif par Joan Blondell, qui est cette grande actrice, danseuse, chanteuse des années 30, très drôle, très mignonne. Ancienne Miss Texas, je crois. Comme ça. Ouais. Elle a failli être Miss Univers. Non, mais je vous le dis comme ça, au cas où. Qui faisait la paire souvent avec James Kenney dans les premiers films qu'elle a fait. Parce qu'ils dans avaient... les public numéro 1, ils ont ils se sont un peu côtoyés tout le long des années 30. Tout à fait. Et en fait, ce numéro est aussi chanté par une très très grande contralto, Etta Moten, dont tu vas peut-être dire 2 mots.
Alors, Etta Botten, oui, c'est une chanteuse noire qui est repérée par Gershwin, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Qui s'inspire d'elle pour Porgy and Bess, qu'elle interprétera 10 ans après la création de la pièce à Broadway, et qu'on découvre donc, je crois que c'est sa première apparition à l'écran, dans 42e rue, où elle a un chant, enfin... Dans ce Forgotten... Dans Gold Diggers of 1933. Dans Gold Diggers of 1933, pour ce numéro, Remember My Forgotten Man, elle intervient juste après John Blondell, qui est doublé par une chanteuse. Et là, Etta Botten arrive, et c'est splendide, quoi. Enfin, c'est un des plus beaux... Ça déchire, vraiment, moi, j'ai la chair de poule quand son chant, sa présence... Et la parade aussi, toute la chorégraphie, toute la mise en scène, effectivement... On voit bien que ça peut pas tenir sur la scène d'une salle de théâtre. C'est que ça balaye tout le studio. Il y a beaucoup de décors, de scénettes qui sont filmées par Berkeley. Et donc Berkeley peut être à la fois très potache et en même temps filmer quelque chose qui est totalement poignant. Et filmer des hommes pour une fois aussi. Et des hommes. Et ce que tu disais par rapport au fait qu'il a un peu commencé comme ça à l'armée en dirigeant des troupes, c'est aussi un écho à son histoire personnelle. S'il y a qu'un... Enfin, effectivement, ce numéro est tellement beau et Botten est tellement une telle présence... Il faut pas la rater. Oui, non, c'est un numéro à voir qui en plus à la base devait pas forcément apparaître là dans le film, mais qui apparemment a été choisi pour finir le film tellement il... Oui, la chanson va avoir beaucoup d'impact. Elle va être invitée à chanter pour l'anniversaire de Roosevelt à la Maison Blanche. C'est sa deuxième afro-américaine. Par Eleanor Roosevelt, qui a essuyé beaucoup de critiques à cause de ça, parce que c'était Roosevelt, elle va le payer très longtemps. Enfin, ça sera le diable communiste. Hoover la fera... J'avais trouvé dans les années 40, Hoover, c'est produire des tracts en disant c'est une rouge, machin. En parlant de FBI, d'Eleanor Roosevelt. D'accord. Pour Hoover et beaucoup d'autres, c'était le diable. My forgotten man. Remember my forgotten man. You put a rifle in his hand. You sent him far away. You shouted hip hooray. But look at him today. Remember my forgotten man. You had him cultivate the land. He walked behind the plow. The sweat fell from his brow. But look at him right now. Pour en revenir à Ruby Keller, quand même notre bobine du jour, Ruby donc va tourner tous ses films, mais avoir une carrière assez courte. Qu'est-ce qu'elle devient après le pré-code, Pierre-Julien ? Elle a une carrière, elle s'arrête à la fin des années 30 ou tout début des années 40. Elle va tourner dans quelques Borzagi. Et on signale aussi un film qui s'appelle Ready, Willing and Able, qui tourne beaucoup sur Instagram, par exemple, pour les connaisseurs, parce qu'il y a ce numéro incroyable où elle danse avec Lee Dixon sur une machine à écrire. Oui, et honnêtement, sur la chanson, ne le refaites pas non plus à la maison, vous allez devenir fou. Ne le faites pas à la maison, on ne le dit jamais assez. Avec des jambes de femmes qui font les lettres. Voilà, sur un standard en plus, Forward, qui est un classique. Et très certainement un peu inspiré de Busby Berkeley, on voit clairement l'influence. Je crois que le chorégraphe, c'est Bobby Connolly, qui était avec Berkeley l'un des 4 de Broadway. On les appelait les Fab Four ou quelque chose comme ça à Broadway. Avec Hermes Span, non. Hermes Span, non. Il y a Connolly, Mark Sandrich, Connolly, Berkeley et un 4e, j'oublie le nom, qui vont tous faire carrière à Hollywood, mais le plus emblématique, c'est Berkeley, et celui qui va avoir le plus grand succès. Alors, Busby Berkeley était très alcoolo et ça lui a joué des tours dans sa carrière. Mais pour aller un peu pour rejoindre le destin de Ruby Keller, elle arrête sa carrière, elle a une vie familiale, machin, et puis son mari meurt. Et en 1971... Elle a d'abord divorcé de Al Johnson en 1941, et c'est à peu près de Al Johnson contre le million une fois qu'elle a peut-être racheté elle-même sa dot. propre dot. Et donc c'est là où ça va être presque après qu'elle va arrêter sa carrière quasiment. On va plus la revoir, mais effectivement après. Elle aura une vie assez pépouse. Et en fait, quand son mari meurt, elle est poussée à remonter sur scène. Par Busby Berkeley, qui l'a jamais oublié, qui l'a même fait tourner dans ce film de série B dont on parle.
Oui, Là, avec c'est un groupe de rock c'est un qui va film sauver le camp, monde. pour, pour le coup, qui est un film très camp. Le film, pardon, c'est The Sphinx. The Sphinx. Voilà, C'est un d'accord. sphinx sans S. Ah, ok, d'accord. Ah, The Sphinx. C'est Ok. c'est pour les Ok. amateurs de nanars, c'est génial. Moi, j'ai D'accord. beaucoup de plaisir à voir ce étant film. une grande amatrice, Il y a je pense deux amateurs là. Ouais. Et donc elle remonte comme beaucoup de vieilles actrices sur le retour sur la scène de Broadway dans Nono Nanette En 71, en ouais. 71. Il y a des images de très mauvaise qualité malheureusement, mais où elle fait un numéro au Tony Award en 71 et Alors, Elle envoie du pâté encore. Hein. c'est touchant. Ouais. On ne s'est pas attardé dessus parce que c'est très triste pour Berkeley, parce qu'on lui fait valoir qu'il va pouvoir revenir et diriger des danses. En fait, ils achètent non. juste le nom. Alors, Ruby, elle peut monter sur scène, il y a des photos de Berkeley, mais nous, ça nous attristait. Oui, C'est bah, un peu sûr, notre c'est- héros, donc on ne veut pas raconter sa fin déjà assez tragique, assez triste, et on ne voulait pas en rajouter, donc on a un peu fait l'impasse sur Nono Nanette, qui, par contre, pour Ruby, est super. Oui, et Et puis lui, en fait, eux, elle ils se a- revoient, donc c'est super. Et, mais- et oui, c'est mignon cette amitié. Et en fait, elle a eu une postérité quand même parce qu'il y a eu des cérémonies, je sais plus, des Oscars, je crois, ou dans les années 80, ils rendaient hommage aux grandes actrices. Et en fait, Ruby Keeler en faisait partie. C'est vrai que nous, en France, on ne la connaît pas, mais dans l'histoire du cinéma américain... Ils vont tourner, il y a un regain d'intérêt pour Berkeley au milieu des années 60. Ils vont tourner dans plusieurs cinémathèques, tous les deux, souvent, très souvent tous les deux, Ruby Keeler et Busby Berkeley. D'accord. À Londres, à Paris, machin. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont redécouvrir ce qu'on diffusera à l'époque. C'est des montages où il n'y a que les numéros de Berkeley. Donc les gens redécouvrent. Là, tout de suite, tout le monde fait le lien. Entre tous les numéros, parce que souvent il n'était pas au générique, c'était pas des films de Berkeley. Bien sûr. Et pourtant, aujourd'hui, on se rappelle de tous ces films. On se souvient c'est que ce nom-là. plus de ce nom-là que des Bien sûr, bien sûr. réalisateurs. Alors que Et donc, après, le destin des d'autres chorus girls, notamment Ginger Rogers. Alors Lou, Ginger c'est- Rogers, dans le lot quand même des chorus girls, c'est celle qui percera le plus, puisque donc en 1933, il y a ce film Flying Down to Rio, où avec Fred Astaire, le couple naît à l'écran, mais ça c'est pour le studio, donc comme je disais tout à l'heure, de la RKO. Ils vont faire 10 films ensemble, ils vont marquer durablement l'histoire du cinéma. Il y a un seul film en couleur, ce qui se sépare, le duo se sépare en 1939 après un biopic sur un couple de danseurs mondains, et ils reviennent dans un film qui s'appelle The Barclays of Broadway, qui est en Technicolor, où là, elle reprend un rôle qui devait être tenu par Judy Garland, qui malheureusement à cette époque-là était très dépendante aux médicaments et n'avait pas pu faire le rôle. Mais elle a quand même un Oscar, elle n'a pas fait que de la comédie musicale. Ah non, elle a fait beaucoup de On choses, la elle avait trouve un dans de la talent fou. screwball comédie, il y a Uniforme et Jupon court qui est excellent avec Rémi Land. Oui, qui a mal vieilli maintenant, parce qu'elle joue gênant, une mais à la fois adolescente, assez génial. Mais qui est assez drôle parce que Rémi Land, qui n'était quand même pas quelqu'un de très sympathique, ça ne le met pas dans une position très flatteuse et on s'en délecte. Et puis le fameux Monkey Business de Howard Hawks avec Cary Grant Absolument génial. et Marilyn Monroe qui est à hurler de rire. Mais donc oui, il y a quand même un Oscar. Et c'est souvent dans le des lot, hein. femmes dans les films de Berkeley qui ont beaucoup d'humour et ça marche très bien parce que c'est des bandes de filles. Donc j'aimerais aussi citer, qui sont beaucoup moins connues, alors on a cité John Blondell, Lucille Ball aussi Lucille a Ball, commencé sa carrière dans les musicals et après c'est devenu I Love Lucy, etc. Mais on a Una Merkel qui a quand même joué jusque dans les années 60 et qui a cette petite tronche de petite peste là. Ah oui, en oui, haut. qui est très, elle très a mauvaise. l'air Et mauvaise. qui est hein. très très Dans très Gold marrante. Digger, on est Oui, d'accord, oui. hein. Et qui a cette tête de fouine, je sais plus dans quel dessin animé elle ressemble à la fouine avec les... Non, si, Roger Rabbit. Aline McMahon, j'aimerais en parler parce que je trouve que ce rôle de grande perche, un peu d'Olive de Popeye, elle est très marrante avec beaucoup de réparties. En fait, sa carrière s'est tragiquement arrêtée avec le McCarthyisme parce qu'elle était affiliée à un mouvement de gauche qui, on l'a accusé d'être communiste et en fait ça a mis un gros frein à sa carrière. Donc Encore un coup de Hoover, ça. big up à Aline McMahon qu'on peut aussi voir dans Heroes for Sale où elle a un rôle très très émouvant. Et on peut dire aussi sur John Blondell un élément à ne pas négliger. Non, bien sûr, mais un que je vais te élément laisser le dire. un élément parce que c'est- graisseux car pour tous ceux qui ont vu Grise et ils sont légion, la dame du diner, c'est évidemment John Blondell qui a tourné quelques petits rôles à la fin de sa carrière. Oui, donc c'est vrai que dans ces films-là, en tout cas, il y a l'émergence vraiment de grands rôles féminins, notamment Ruby Keeler. Et si on peut vous le conseiller, en tout cas, voyez ces films, parce que moi, personnellement, je ne les avais pas vus. Et j'ai découvert vraiment un pan de cinéma magnifique. Enfin, vraiment, c'est pas facile à trouver. Comme disait Marcel, il passe pas souvent. C'est pas ceux qui C'est sont un pan du qui ressortent. précode qu'on a tendance à beaucoup Mettre de côté. oublier. Oui, bien sûr.
En tout cas, on vous conseille de voir ces films, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, bien sûr. Et de lire le livre, parce que de lire le livre, ce livre est génial. Il y a plein de photos. On peut vraiment... ça permet de mettre des noms sur des visages qui sont tellement nombreux dans les films, avec plein d'infos. Vous avez fait un travail incroyable. Pour conclure, peut-être la phrase de Catherine Hepburn sur... Oui, bien sûr. Que je vous laisse répéter. Ah non, je vous laisse la dire. Alors, de Catherine Hepburn qui disait de Ginger et Fred, on fait un pas de côté à côté de Ruby, qui disait elle lui a apporté le glamour, le sex appeal, et il lui a apporté l'élégance. Bon, c'est assez beau. C'est beau. Vive bon, Catherine alors, Hepburn. merci l'élégance, mais là, on n'aura rien d'élégant parce qu'on va faire un jeu. On va faire un petit jeu pour terminer, si tu veux bien. On va faire, là, on n'a pas le choix, on va faire un petit blind test de comédie musicale, de chansons. Donc, et là, c'est que le meilleur gagne. Il n'y a pas de pitié. Pas de pitié, c'est chacun pour sa pomme. Donc, ça fait des années qu'on attend ça. C'est clair. Non, on ne va pas passer du Mariah Carey. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier? Je vais vous pilonner. Oh bah ça c'est Chick to Chick dans Top Hat de Mark Sandrich en 1935. Mais on peut jouer Elle n'a pas les réponses. Ça va être compliqué. Cette fameuse robe à plumes. Il faut dire quoi, le nom de l'artiste ou? Il faut dire quelque chose, Marcel, en tout cas, c'est sûr. Non, effectivement, il faut dire au moins le film dans lequel c'est tiré, bien sûr. Je ne m'aurais pas le compositeur ou non. Bah, c'est Irving Berlin pour le coup. Effectivement, donc Top Hat avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Sans doute le meilleur. Alors, ça fait 1 point pour Lou, bravo. Deuxième morceau. On file à nos gens. Jean Gabin dans La Belle Équipe. Quelque chose. Et c'est Jean Gabin qui chante, qui était grand chanteur. Il a commencé sa carrière comme ça. Boys de Miss Tinguette. Et là, il disait qu'ils ont fait 6 prises. C'était en son naturel. C'était le James Cagney. C'est vrai. C'est un peu le James Cagney du français. Broadway français. Mais il chante très peu au cinéma, malheureusement. Il chante aussi dans Pépé le Moco. Oui. On verra. Tu verras. Et Charles Boyer chante dans la version américaine et c'est pas une chose à écouter. Pierre-Julien, vous pouvez jouer si vous voulez. Je peux jouer, moi? Bien sûr. Je croyais que les invités étaient... D'accord. Bien joué, bien joué. D'accord. Donc, alors attention, c'est parti pour le troisième numéro. Phantom of the Paradise. Ah oui, de Brian De Palma. Biff. C'est Biff, la chanson de Biff. Qui va mal finir sur scène. Excellent opéra rock qu'on peut recommander aussi. Merci Brian. Complètement délirant, oui, effectivement. Donc, dans lequel on a cherché, on n'a pas vu un top shot dedans. Je crois qu'on allait chercher. C'est vrai, et pourtant il a sauté dessus. Dans toutes les comédies musicales à une époque, mais on n'en a pas trouvé. Non, c'est vrai que c'est pas celui qui se distingue le plus de ses chorégraphies. Non. Mais qui reste un film très drôle et assez camp pour le coup. Oui, c'est vrai. Très camp. Alors, troisième numéro, attention. Ça, c'est un américain Paris. Non, Funny Face. Bonjour Paris. Avec cette voix, j'aime beaucoup Audrey Hepburn, mais là c'est compliqué. Est-ce que c'est elle qui chante? Oui, c'est elle qui chante. Ah bah oui, là, c'est pour ça. Il fallait pas alors. C'est qui, c'est Donen déjà? Oui. Incroyable. Avec Kate Thompson. Je voulais commencer là. Là, je reconnais. Là, je voulais vous donner un petit peu la voix d'Audrey qui était assez. Oui, qui est pas plus. Je crois qu'elle est mieux dans Breakfast at Tiffany's. Elle est doublée, non? Oui, parce qu'elle est doublée. Elle est doublée, oui. voilà. Très bien doublée, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas ce qu'elle a fait de mieux en tout cas, Audrey. Alors, cinquième morceau. Attention, hein, Pierre-Julien. Ah, mais j'étais parti aux toilettes là. Ah, d'accord, ok. Ah, bah bienvenue, okay. Alors ça va. Voilà. Alors, c'est parti. Ah, vous jouiez pendant que j'étais pas là. Désolé. Okay, ah, bon, très fair play, bravo. Le magicien d'Oz. Bravo, bravo. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous m'avais dit. Je sais pas, mais il faut réagir. Je vais couper les micros des filles. Le concept du jeu, c'est de pouvoir montrer notre savoir. C'est clair. If Only Have a Brain, c'est dans le magicien d'Oz. Mais en plus, il y a une séquence coupée. Berkeley a réalisé une chorégraphie. Une chorégraphie pour c'est The Tin Man. Oui, tout à fait. Et on la trouve sur YouTube. D'accord, ok. Et le réal officiel du film, Fleming, bien que la paternité et maternité du film, parce qu'on oublie souvent Blanche Sowell, la monteuse, qui est quand même, elle s'est retrouvée avec des millions de kilomètres de bobines, et 15 réalisateurs. Et il y a une scène coupée qui a été réalisée par Berkeley, qui de la voix de Fleming était géniale, et qu'on retrouve sur YouTube, où c'est très drôle parce que le Tin Man descend la route, la Yellow Brick Road, un peu comme une bille de flipper. C'est assez amusant. D'accord, ça doit être marrant. Je vous conseille d'aller voir parce que voilà, dans toute la liste des pères et mères de Wizard of Oz, il y a Berkeley aussi, même s'il a été coupé au montage. Il est partout quand même. Il est partout, Berkeley. Attention, on peut encore se refaire, Pierre-Julien. Attention.
Ah mais je gagne là, non? Oui, je suis quasiment. invité. Bah. Victoria. Oh là là. Ah oui, bah là, je tiens à signaler que je veux voir la version française qui est invisible, Georges et Georgette. Et la version allemande est géniale. Il y a tout. La première version de 1932 est absolument géniale, et pourtant c'est ma comédie musicale préférée. Bah là, on pouvait pas gagner. Et Oui, bah si vous dites ça à chaque fois, forcément. De Black Edwards avec Julie Andrews. Et Robert Preston, grande star des années 30. Et James Garner, entre autres. Un monument de vérité. Alors attention, avant-dernier morceau. Ça, c'est de Maurice Chevalier dans Le lieutenant souriant. La veuve joyeuse. La veuve joyeuse, effectivement. Je mélange toujours les Moi, j'entendais Marcello. Oui, Danilo. Mais là, on entend bien notre cher Maurice. Je vous invite à revoir les comédies musicales de Maurice Chevalier qui sont incroyables, mais vraiment géniales. En particulier celle de Robin Mamoulian. Et moi, je vous invite à revoir La Veuve Joyeuse dans la version muette avec Eric Van Stroheim et John Gilbert, qui est génial et qu'on peut voir sur Arte. Et Mamoulian est vraiment à redécouvrir, notamment dans ses films des années 30. Il y en a un qu'on cite, c'est un cinéaste. Alors, je crois que Bologne va s'y intéresser. Parce que Love Me Tonight, c'est quand même assez délirant. Il y a toute la scène d'intro de début où c'est les bruits de la ville qui lancent la musique de la première chanson de Maurice Chevalier. J'ai un trou de mémoire, mais Mamoulian fait un film en 30 ou 31 où il y a des top shots. Et qui est absolument dingue parce que là, toutes les Chorus Girls ont des airs de filles de rue, quoi. Ce qu'on voit jamais à l'époque. Ça, c'est génial. C'est pas Applause, je sais plus. J'ai plus le titre du film en tête. C'est dans le bouquin, c'est pour ça qu'il faut l'acheter. Il faut absolument acheter le livre. Voilà, c'est des filles ordinaires. C'est pas les belles filles qu'on voit habituellement à cette époque-là. Il y en a une édentée, il y a une tonalité très sombre. C'est très, très étonnant. Alors, peut-être pour l'honneur, Pierre-Julien, le dernier morceau. Dernier morceau, attention, c'est parti. I Only Have Eyes for You. C'est Bouge. Bravo Marcel, bravo. C'est Bouge de Jérôme Cornuau en 97. Ah, Jérôme Cornuau, un des plus gros nanars avec Bimboland, qui a en commun de faire jouer Ophélie Winter dans les deux, qui était aussi chanteuse évidemment. Ouais. C'est Ophélie. C'est Ophélie, bien sûr. Alors là, c'est Géraldine qui pousse la chansonnette. Voilà. Dans Bouge. Lou, aucune réaction par rapport à ça? C'est-à-dire que fan de nanar, certes, mais les années 90 sont une décennie qui m'échappe après. Après dommage. 89, pour moi, la Terre est parfois plate. C'est dommage. Alors devant cette déculottée... Alors Marcel, vous avez gagné, on ne rappellera pas les scores. Merci pour l'humiliation, Marcel. Non mais par contre, achetez le livre. Pour les invités. Non mais en tout cas, non mais bien sûr. Il coûte 26 €, je le dis, parce que c'est rare. 24. Ah, et ça a baissé, ça a baissé. Encore moins cher. Il coûte 24 €, ce qui est très rare pour un gros livre de cinéma comme ça, avec plein de photos à l'intérieur. Il est très beau, c'est un cadeau magnifique à glisser sous les sapins, pour la fête des pères, pour les anniversaires. Pour Pâques, offrez-le le nom d'un chien. Chocolat, arrêtez de grossir, arrêtez les chocolats, lisez. Parce que vous allez apprendre plein de trucs, et sur le cinéma, et sur les États-Unis, et sur les actrices, et sur la mise en scène. Merci à tous, c'est la fin des bobines. Merci d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à toi, Pierre-Julien. On rappelle donc que ton livre, Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, écrit avec Séverine Danflou, est disponible toujours donc aux éditions Marest, évidemment. Est-ce qu'il y a justement aux éditions Marest des prochaines sorties que tu pourrais nous confier, des trucs à venir Là, je suis en train de boucler en ce moment le premier livre de Christian Mungiu a été traduit en français. Ah, le réalisateur réalisateur roumain qui est peut-être Palme d'Or. Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines, etc. Et un nouveau recueil de textes rares et souvent inédits en français d'Alfred Hitchcock, dont un qui commence par un texte de 32 qui s'appelle La tyrannie du visage moderne. L'ennui du visage moderne, et qui est un texte où Hitchcock parle du visage de Garbeau et de l'ennui qu'il lui procure dans un écho assez drôle aux mythologies de Barthes, et de la répétition et de la réitération des visages dans les années 30. D'accord, beau projet. Intéressant. Si vous avez aimé cette émission, surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram, en parler à votre grand-mère, votre boulangère, sur Spotify, attention, sur Deezer, c'est sûr. Sur Instagram, c'est lesbobines.podcast, c'est très important. Et ne pas confondre. Et effectivement, maintenant, on a même débarqué sur YouTube. On est sur et si vous êtes des quiches, allez sur YouTube. Voilà. Il n'y a plus d'excuses, on est partout. Merci à tous, merci Pierre-Julien, et puis à bientôt, à très vite les filles.
I want to see the den of thinking men, like Jean-Paul Sartre. I must philosophize with all the guys around Montmartre.